Bonsoir à vous mesdames et messieurs, bienvenue. Un nouveau schéma en directeur d'aménagement et d'urbanisation se prépare pour le Grand Lomé, le but étant de favoriser à celui-ci un développement harmonieux vu sa population qui s'accroît de manière considérable. On en parle tout de suite dans ce journal. Nous parlerons également santé, principalement des accidents vasculaires cérébraux. Nous nous intéresserons aux personnes atteintes l'année dernière, aux causes et aux conséquences. Au Nigeria, l'opposition ne reconnaît pas la validation de la victoire de l'actuel président Bola Tinubu. Vous verrez le point dans un instant. Et enfin, conséquence du conflit israélo-palestinien en Égypte, un drone non identifié a fait des victimes ce vendredi dans le pays en s'écrasant sur la ville de Taba. Le sujet fera objet de développement dans ce journal. Restez avec nous. Bienvenue à tous. Économie à l'entame de cette édition intitulée « Libérer le potentiel de croissance du pays ». Le nouveau rapport de la Banque mondiale a évalué la performance de l'économie togolaise face aux chocs multiples qui l'ont affectée ainsi que les facteurs de croissance à moyen terme. Le pays est certes en bonne voie, mais des efforts devront se poursuivre. Promis Pomebe et Kofi Kligé. Le Togo pourrait atteindre une croissance économique estimée à 5,2% pour les années 2023 et 2024, soutenue par les dépenses de consommation et les investissements privés. C'est ce que révèle la première édition du rapport sur les perspectives économiques du Togo, rendu public par la Banque mondiale. Le rapport intitulé « Libérer le potentiel de croissance du pays » est le document d'analyse détaillé de la situation économique et des perspectives du Togo que publiera désormais chaque année l'institution de Bretton Woods. Le premier numéro du dit rapport stipule que les prévisions économiques pourront se renforcer et atteindre 5,8% en 2025. L'on devra s'attendre à plus long terme à une accélération à 7% grâce à une bonne stratégie d'ouverture commerciale et la mise en œuvre de réformes structurelles ciblées et ambitieuses. Les réformes devront s'orienter vers le secteur agricole, particulièrement la sécurisation de l'accès aux terres, un levier pour stimuler l'investissement, améliorer la productivité et accroître la compétitivité du secteur. Selon le rapport, au-delà des défis, le pays dispose d'un potentiel de croissance significatif et d'une capacité de résilience. L'on devra mobiliser davantage d'investissements privés pour garantir un développement économique durable. Autre chose, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, reste une opportunité importante pour le Togo. Elle pourra développer le commerce transfrontalier et conduire à un doublement du stock d'investissements étrangers d'ici 2035. L'inclusion sociale, le soutien aux populations vulnérables, la réduction des disparités socio-économiques, la garantie d'un accès équitable aux services de base sont également essentiels selon le rapport pour le bien-être des populations. Le bilan du deuxième trimestre 2023 des statistiques du commerce international fournies par l'INSEAD établit la Chine, l'Inde et la Turquie comme les principaux fournisseurs du Togo. Les précisions dans cet élément de Gloire Lodonou à travers la voix d'Harold Mensaato. Selon le bulletin trimestriel des statistiques du commerce international des marchandises du Togo publié par l'INSEAD, les importations togolaises se sont élevées à 449,64 milliards de francs CFA au deuxième trimestre 2023, en hausse de 0,5% par rapport au trimestre précédent. Le déficit commercial s'est également aggravé de 0,7% sur la même période. La Chine, l'Inde et la Turquie ont été les principaux fournisseurs de biens au Togo et représentent respectivement 17,2, 9,5 et 8,5% des achats du pays. La France, le Maroc et le Japon viennent compléter le top 6 des pays d'origine des importations. Le secteur agrochimique a été le plus concerné par les importations du pays, avec l'urée comme premier produit importé, représentant 5,2% des achats à l'international. Les véhicules et les produits médicaux ont suivi avec respectivement 5,1 et 4,7% des importations. Ces trois produits représentent 15% des importations togolaises au deuxième trimestre 2023. Ces données témoignent de la diversité des besoins du Togo en matière de biens et prouvent la dépendance du pays vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Enfin, elles reflètent les évolutions économiques et sociales du pays dans un contexte mondial incertain. Notons que sur la même période, les exportations du Togo comptabilisent 212,2 milliards de francs CFA.
Urbanisme à présent, le Grand Lomé regroupant la capitale Lomé et ses banlieues arrive en tête des villes les plus peuplées du pays avec une population de 2,8 millions d'habitants. Face à cette démographie galopante, l'État togolais prépare un nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation du Grand Lomé pour son développement harmonieux. On en sait un peu plus dans ce reportage de Bernard Canvi. La ville de Lomé souffre actuellement d'une croissance très rapide. Le nombre d'habitants de Lomé est passé de 85 000 au moment de l'indépendance à plus de 2 millions d'habitants aujourd'hui, selon le dernier recensement de la population et de l'habitat. Parallèlement à cette démographie galopante, le nombre de constructions dépasse largement les prévisions officielles d'urbanisation, ce qui pose d'énormes problèmes sur plusieurs plans. Face à cette forte expansion, le gouvernement togolais trouve nécessaire d'actualiser son schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. En effet, ce nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui se prépare ne concerne que le Grand Lomé. Il sera finalisé et examiné pour réglementer l'occupation spatiale, remédier aux déséquilibres structurels et permettre un développement harmonieux du territoire. Pour rappel, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est un outil de planification à moyen et à long terme. Généralement, il se situe entre 15 et 30 ans et fixe les orientations du développement des agglomérations urbaines. Cela permet aussi l'implantation des grands équipements et infrastructures. Également, il permet une meilleure maîtrise de l'extension de la ville. Les litiges fonciers au Togo, responsables de 80% des contentieux judiciaires, menacent la cohésion sociale. Le gouvernement réagit en mettant en place une brigade foncière pour lutter contre les ventes illégales de terrain et en entreprenant des réformes pour renforcer la sécurité foncière. Plus de détails dans cet élément de Jeannette Toy. Les litiges fonciers au Togo représentent en moyenne 80% des contentieux judiciaires selon un rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Ces conflits émergent de diverses sources, notamment des ventes illicites, de la spéculation foncière, de la contestation des réserves foncières, de l'appropriation par des tierces, de la dépossession et de la multiplicité des titres de propriété pour une même parcelle. Ces problèmes ont de graves conséquences sur la cohésion sociale, parfois conduisant à des affrontements violents. Pour arriver à limiter en partie ce fléau, le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme a récemment annoncé la mise en place d'une brigade foncière. L'organe servira à lutter contre la pratique illégale de la double vente de terrain qui consiste à vendre un terrain déjà cédé à un autre acquéreur. En plus de cette disposition, le gouvernement togolais a entrepris des réformes pour améliorer la sécurité foncière, y compris la mise en place de systèmes d'enregistrement foncier plus efficaces, la clarification des droits de propriété et des mesures visant à prévenir les spoliations de terres. Pour rappel, les litiges fonciers sont plus prévalents dans les zones urbaines, en particulier à Lomé, la capitale, que dans les zones rurales où les conflits liés à l'héritage foncier, à la délimitation des parcelles, aux droits de propriété entre autochtones et à la reconnaissance des droits d'accès des femmes à la terre sont plus courants. Nous partons en off. Les chiffres du troisième trimestre 2023 comparés au précédent relèvent une légère amélioration de la sécurité routière selon la police nationale. Contre les 145 décès du second trimestre du nouveau bilan, le nouveau bilan des accidents de circulation affiche 117 décès, certes alarmant, mais une baisse de 20%. En effet, l'on note en moyenne 18 accidents par jour sur les routes togolaises, occasionnant 2 décès avec 26 personnes blessées. L'on doit d'une part cette amélioration des chiffres de la sécurité routière aux nouvelles mesures de sécurité introduites, notamment l'opération Feu Tricolore et le port de casque chez les motocyclistes et leurs passagers. Se basant sur cette évolution, l'on pourra espérer une tendance positive pour les prochains mois. Précision pour finir que l'on a enregistré que 13 décès en septembre 2023
et que la moyenne mensuelle des décès est passée de 47 au début de l'année à 37 ces derniers mois. Nous poursuivons avec la santé au Togo. Les accidents vasculaires cérébraux ont touché plus de 30 000 personnes et causé la mort de 1000 autres l'année dernière. Quelles sont les causes et les conséquences? Jessica Allo et Aaron Mensan nous les rappellent dans ce qui suit. Mieux connu sous le nom d'attaque cérébrale, l'accident vasculaire cérébral AVC est une perte brutale de la fonction cérébrale due à un infarctus ou à une hémorragie. Au Togo, les AVC ont touché plus de 3000 personnes et causé la mort de 1000 autres l'année dernière. Si cette pathologie est considérée comme une maladie qui touche les personnes d'âge avancé, ces dernières années, le nombre d'AVC contractés par des personnes plus jeunes a augmenté considérablement. L'accident vasculaire cérébral survient toujours sans prévenir, mais il existe des habitudes telles que le tabagisme qui peuvent sur le long terme favoriser son apparition chez un individu, ainsi que certaines maladies comme l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques ou les troubles de la coagulation sanguine. Chez les femmes, l'utilisation des pilules contraceptives peut les exposer à cette maladie. En cas d'AVC, il est important de vite prendre en charge la victime. Parmi les problèmes fréquemment observés chez les personnes qui ont été victimes d'un AVC, on peut noter une paralysie ou des problèmes d'équilibre ou de coordination, ainsi qu'une incontinence urinaire ou fécale, des difficultés à avaler, des douleurs ou encore un problème d'élocution ou une difficulté à comprendre la parole, la lecture ou l'écriture. Pour lutter contre cette maladie, des campagnes de sensibilisation s'organisent pour informer le plus grand nombre. Pour rappel, chaque 29 octobre est célébrée la journée internationale de lutte contre l'AVC. Et nous poursuivons toujours avec la santé. Le Togo lance une campagne cruciale de vaccination contre le VPH visant les jeunes filles de 9 à 14 ans pour prévenir les cancers du col de l'utérus avec le soutien des organisations internationales. Harold Mensan-Ato pour les détails. Le Togo se mobilise pour une campagne de vaccination contre le virus du papillome humain VPH, communément appelé papillomavirus. Cette initiative cible les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans et se tiendra du 27 novembre au 1er décembre 2023. Le VPH, principalement transmis par des relations sexuelles, est responsable de 70% des cancers du col de l'utérus dans le monde. Au Togo, ce cancer est le deuxième plus fréquent chez les femmes après le cancer du sein. L'importance de cette campagne réside dans le fait que le vaccin est plus efficace lorsqu'il est administré avant le début de l'activité sexuelle, offrant une protection à long terme contre le VPH. Il peut également aider à prévenir les verrues génitales, une autre maladie sexuellement transmissible liée à ce virus. Depuis 2015, le Togo a mis en place un projet pilote de vaccination contre le virus, soutenu par des organisations telles que GAVI, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNICEF et l'OMS. En 2022, l'UNICEF a par ailleurs fourni des vaccins contre le VPH à 52 pays, 7 d'entre eux l'introduisant pour la première fois. Il est important de souligner que bien que le vaccin soit principalement recommandé pour les filles, il est également recommandé pour les garçons du même âge. Une vaccination généralisée pouvant contribuer à protéger un grand nombre de personnes contre les maladies liées au papillomavirus. Sujet agriculture, nous revenons sur la campagne de commercialisation de soja lancée la semaine dernière. Eh bien, malgré les mesures qui ont été prises pour le compte de cette année, la réussite de la dite campagne est remise en question. Comment s'explique cette remise en question? Le point sur les avis des observateurs pour vous. Nous sommes au lendemain du lancement officiel de la campagne 2023-2024 du soja. La faisabilité du plan d'action établi suscite des réactions de la part des observateurs et analystes. Dans ces réactions, les inquiétudes sont les mêmes. Par quoi sera soldée cette campagne? Une réussite ou un échec? En effet, compte tenu de l'aboutissement surprenant qu'avait eu la précédente campagne, la réussite de celle en cours est actuellement dans la balance. Une multitude de questions se posent quant au bon déroulement de celle-ci. D'un côté, la tenue des promesses des différents partenaires inquiète. De l'autre, la bonne foi surtout des acteurs, sachant que certains n'en ont pas fait montre lors de la dernière campagne. Revenant sur les faits, l'année dernière n'a pas été soldée par une totale réussite. Le processus préétabli, qui devait être respecté par les acteurs, n'a malheureusement pas été suivi. Il se serait même fait que la plateforme industrielle d'Adeti Copé n'avait plus reçu la qualité normale demandée de processus
protection comme convenu. Certains producteurs, au lieu de passer par les commerçants ou les transformateurs locaux pour la vente, avaient procédé par la vente directe de leurs récoltes aux exportateurs étrangers. Conséquence, il y a eu des pertes enregistrées au niveau de plusieurs producteurs. Ce fait a bouleversé l'organisation initiale et donc indirectement toute la chaîne. Pour l'heure, des mesures sont prises. Même s'il faudra attendre la fin pour juger, il serait plus avisé d'entreprendre déjà des démarches nécessaires en ce qui concerne les suivis à tous les niveaux afin de changer la donne. Place à l'actualité internationale au lendemain de la validation de la victoire du président nigérien Bola Tinubu. Pendant que ce dernier appelle la population à l'unité, l'opposition, quant à elle, manifeste son mécontentement en rejetant la victoire. Des détails sur la situation dans cet élément. L'opposition nigériane ne décolère pas après la validation de la victoire de Bola Tinubu à la présidentielle de février avec 37% des voix. La Cour suprême du pays a débouté ses adversaires qui l'accusaient de fraude et de violation de la loi électorale, entre autres. En ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord avec cette décision parce que l'ordre du tribunal doit être respecté. Et si le tribunal a ordonné à un témoin de ne pas porter de nouveaux faits, si vous n'avez pas déposé ou plaidé dans vos faits, vous n'êtes pas autorisé à le faire. Mais si vous l'avez plaidé, le tribunal ne devrait pas empêcher les gens de fournir ou de produire des preuves après le délai de 21 jours. En effet, comment obtenir des preuves contre un adversaire dans un délai de 21 jours sans l'ordre du tribunal? Reconforté par la Cour suprême, le président nigérian doit désormais s'attaquer à la mise en œuvre de son programme. Il a appelé sa population à l'unité. Et pendant ce temps, la Centrafrique souhaite accroître le niveau de ses exportations de diamants. Comment était la situation en ce qui concerne la production et l'exportation et par quels moyens les autorités en charge comptent y arriver? Découvrez les éléments de réponse dans ce reportage. Berberati est la troisième plus grande ville de Centrafrique. Située à l'ouest du pays, elle regorge également de mines de diamants comme celle-ci. Pendant plusieurs heures, ces hommes creusent à la main et fouillent sans relâche en espérant trouver quelques grammes de cette pierre brute précieuse. Depuis quelques années, l'embargo a été levé concernant une partie des diamants centrafricains. Il avait pour but d'éviter la présence sur le marché mondial de diamants issus de zones de conflit et dont la vente financerait des combats. On avait beaucoup de soucis vu les efforts qu'on fait, les activités qu'on fait. Les résultats, on ne peut même pas vendre ça avec un prix que nous-mêmes on n'est pas contents. On vend très moins cher les produits, donc nous sommes tellement découragés auparavant par rapport aux zones rouges. Mais pour l'instant, du moment maintenant dans la procédure de Kumeli, on nous a donné l'opportunité que la zone est devenue maintenant la zone verte. Et ça me rend encore plus fort, ça me donne encore plus de courage et de faire encore l'effort de plus. La filière reste cependant sur surveillance. Certaines conditions doivent être respectées, comme l'obtention d'un titre légal de patente pour l'exploitation d'une mine de diamants, ainsi que des preuves d'achat et d'autres documents officiels. Le but est de faciliter le traçage de ces diamants une fois qu'ils quittent la Centrafrique et se retrouvent sur le marché international. Et nos artisans, ils ont les patentes d'artisans. Et par exemple, nous, le collecteur, moi qui est le collecteur qui est devant vous, j'ai mon bordereau et j'ai mon carnet de collecteur. Dès que j'achète les diamants, je fais les bordereaux. Et dès que je revends les diamants, les bordereaux d'achat que je vais vendre, c'est ça qui va me permettre de couvrir avec les bordereaux que j'ai achetés. En Centrafrique, le secteur du diamant reste en majorité artisanal. Le pays se concentre surtout sur l'exportation de pierres brutes. On a levé aujourd'hui 8 zones sur les 24 zones de production de diamants. Et nous avons constaté aujourd'hui qu'avec l'appui de la Banque mondiale, avec l'appui des partenaires, il y a amélioration de la production. Mais c'est une amélioration partielle puisque le diamant exporté en ce moment à l'extérieur ne provient que des 8 zones. Cette levée partielle de l'embargo va pouvoir aider à renflouer les caisses publiques de la Centrafrique. En 2021, le pays a exporté plus de 100 000 carats de diamants bruts pour un montant de plus de 11 millions de dollars.
C'était en août dernier, vous vous souvenez certainement de ce grave incendie survenu dans un immeuble de 5 étages à Johannesburg et ayant coûté la vie à 76 personnes. Eh bien, l'enquête promise par les autorités vient d'être lancée. Ouverte hier jeudi, cette investigation a pour but de mettre la main sur les principaux acteurs de ce crime. D'autres précisions dans ce reportage. L'enquête sur l'incendie d'un immeuble d'habitation qui a tué 76 personnes en Afrique du Sud au mois d'août a débuté jeudi. Ce drame a mis à nu les graves problèmes de pauvreté et de négligence dans certains quartiers de la ville la plus riche d'Afrique. Le feu avait ravagé de nuit un immeuble de 5 étages dans le quartier de Marshalltown à Johannesburg, piégeant une grande partie des centaines de personnes qui s'y trouvaient et qui vivaient dans des conditions de surpopulation extrême. Les autorités avaient auparavant laissé entendre que l'immeuble était occupé illégalement, ajoutant que la ville avait tenté à plusieurs reprises d'expulser les squatteurs de ce bâtiment désaffecté. Rapulan Monageng, chef intérimaire des services d'urgence de Johannesburg, a fait la première déposition de l'enquête et a déclaré que les pompiers n'avaient trouvé aucun extincteur dans l'immeuble. Les portes de la principale issue de secours du bâtiment étaient fermées par des chaînes, les autres issues de secours étaient verrouillées et il n'y avait qu'une seule façon d'entrer et de sortir du bâtiment. L'enquête, annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, est supervisée par un groupe de 3 membres mené par le juge Sisi Kampepe. L'objectif est de découvrir la cause de l'incendie et de déterminer si quelqu'un doit être tenu pour responsable des 76 décès, dont au moins 12 enfants. Nous partons pour le Kenya. Annoncé depuis quelques jours, la visite dans le pays du roi Charles III et sa femme est non patiemment attendue. La population kenyane compte saisir cette occasion pour se prononcer sur un certain nombre de sujets. On découvre dans cet élément les préoccupations de celle-ci. Des bus à l'effigie du couple royal britannique sillonnent les artères de Nairobi. Le roi Charles III entame mardi en effet un voyage de 4 jours au Kenya, sa première visite en tant que monarque dans un pays du Commonwealth. L'arrivée du souverain britannique alimente déjà les conversations dans la capitale kenyane. En tant que Kenyan, je suis très enthousiaste car je sais que le pays bénéficiera énormément de la visite du roi et de la reine. En tant que Kenyan ou citoyen, nous serons tous ravis car c'est la première fois que je verrai le roi dans notre pays. Je suis extrêmement enthousiaste et j'ai hâte de voir cela. Dans la capitale kenyane, le souverain britannique doit rencontrer des entrepreneurs et des jeunes Kenyans dans un contexte socio-économique difficile. Qu'il vienne en vacances, il apporte de l'argent parce qu'il va dépenser de l'argent dans notre pays. Mais je ne suis pas vraiment enthousiaste. Les choses ne vont pas bien en ce moment. Je ne veux pas être excitée, mais je suis heureuse pour lui. Qu'il vienne voir le Kenya parce que je ne l'ai jamais vu dans notre pays. Qu'il vienne voir ce qui se passe. La merde que nous avons ici et l'histoire coloniale qui n'est pas encore terminée. Il devrait changer les choses. Le roi est justement très attendu sur la période de domination britannique au Kenya qui s'est achevée en 1963. Elle a notamment été marquée par la révolte des Mau Mau le 20 octobre 1952. Je pense qu'ils nous sont redevables parce qu'ils ont utilisé nos terres. Ils ont pris nos terres et les ont données à des généraux. En fait, nous avons ce que nous appelons le duc de Manchester à Kitale, une très grande terre qui était notre terre ancestrale. Le roi doit se pencher sur cette question des réparations pour les personnes qui ont souffert comme moi et d'autres. Nous serions propriétaires, mais nous n'avons plus de terre. Sa Majesté prendra le temps au cours de sa visite d'approfondir sa compréhension des torts subis par le peuple kenyan pendant cette période, a déclaré le palais de Buckingham. Mais la visite de Charles III portera aussi sur l'action climatique, la biodiversité, le développement urbain durable, la jeunesse, la technologie et l'innovation. Et puis nous terminons en off avec cette actualité. Les conflits entre l'Israël et le Hamas se poursuivent et cela vient de coûter cher à l'Égypte, le médiateur des deux pays en guerre. Un drone s'est écrasé ce vendredi matin dans le pays sur la ville de Taba et l'incendie a fait 6 blessés légers selon les informations. Voilà ce qui vient donc mettre fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.